Je ne suis pas sûr que vous connaissiez le récit de la guerre la plus courte de l'histoire. Hein? Mais non, pas cette escarmouche entre l'Empire britannique et l'un de ses protectorats. Je vous parle d'un véritable conflit entre deux grandes nations qui se déroula en l'espace de seulement 2 jours. Les guerres qui suivirent l'indépendance de l'Inde, ça ne vous dit rien? Cependant, pour comprendre ce conflit, je vous propose de remonter à ses origines. Si Christophe Colomb n'est pas arrivé à rejoindre l'Inde comme il espérait, le royaume du Portugal n'en démord pas et continue à chercher cette fameuse route maritime conduisant aux terres indiennes. Alors que les Espagnols se concentrent sur leur nouvelle découverte en Amérique, les Portugais ont le champ libre pour explorer les côtes de l'Afrique avec Vasco de Gama en tête, premier Européen à franchir le cap de Bonne-Espérance. Ceci les conduit tout droit vers les richesses tant convoitées de l'Asie du Sud. C'est Alfonso de Albuquerque qui conquiert Goa sur la côte ouest de la péninsule indienne en 1510. Il s'agit là de la première vraie colonie portugaise en Inde après l'implantation de plusieurs comptoirs. Cette cité devient rapidement l'un des principaux axes dans la route commerciale de l'Empire portugais qui s'étend de Malacca à Lisbonne. Goa connaîtra ensuite bien des hauts et des bas. D'abord joyau de l'Empire portugais, la popularité de Goa déclina fortement avec l'arrivée des Néerlandais et des Anglais dans les territoires asiatiques. Cependant, son alliance avec le Royaume-Uni permet au Portugal de conserver quelques possessions englobées dans l'immense empire des Indes britanniques. Mais certains événements vont bouleverser l'histoire de l'Inde. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, une forte volonté d'indépendance se manifeste à travers le monde entier. Les Indiens prennent le pari de protester contre la souveraineté britannique de manière pacifique, et ce avec grand succès car l'Empire des Indes est réorganisé en plusieurs États indépendants à partir de 1947. En 1954, les Français concèdent à l'Inde les différents comptoirs où se sont établis en marge des possessions anglaises. Mais Antonio de Oliveira Salazar, alors Premier ministre de l'État portugais, ne veut pas entendre parler de la décolonisation de ces territoires qu'il considère comme province du Portugal à part entière. Il est pourtant obligé de céder les colonies de Tadra et Nagara Valley après une intervention des forces armées rebelles et nationalistes. En 1960, la présence portugaise en Inde se résume à 3 possessions, Goa, Daman et Diu. Le Premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru, a bien essayé de réclamer ces territoires, mais le Portugal reste sourd à toute négociation. En 1955, alors qu'une manifestation pacifique est organisée à Goa, les forces de l'ordre font feu et tuent une vingtaine de personnes. Le gouvernement indien sait désormais à quoi s'en tenir. Dans l'optique de suivre les préceptes de son ami feu Gandhi, Nehru décide d'organiser un blocus autour des territoires portugais, y compris sur mer. Mais cet isolement forcé est facilement déjoué par le Portugal qui organise des liaisons aériennes entre ses colonies avec la complicité du Pakistan. La tension monte progressivement entre les deux pays, l'Inde envoyant ses forces armées aux frontières et le Portugal fatigué par l'inaction du gouvernement indien. Le 24 novembre 1961, un navire civil indien est pris pour cible par des troupes portugaises aux abords de la côte. Cet incident provoque de vifs mécontentements et l'Inde décide de lancer l'opération Vijay qui signifie victoire en hindi. L'attaque aura lieu le 18 décembre et mobilisera 45 000 soldats d'infanterie. Le plan prévoit notamment de coordonner les attaques sur les 3 provinces portugaises en même temps. Une offensive au sud de Goa est même appliquée dans le but de provoquer une diversion. Vers 4 heures du matin, l'infanterie se met en marche pour entrer sur le front nord et est de Goa. Leur progression est toutefois ralentie par un travail de sape préalablement effectué par l'armée portugaise qui a fait sauter les ponts et miner certaines routes. Avec l'aide de la population locale, les soldats indiens peuvent poursuivre leur route et arrivent à occuper la péninsule de Mormugao vers 16 heures. Pendant ce temps, les combats se déroulent aussi dans les enclaves de Diu et Daman qui sont rapidement maîtrisées. L'aviation et la marine ne sont pas en reste car les stations radio et aéroports sont bombardés dès le début des opérations et le seul vaisseau de guerre portugais présent sur place est coulé. Par ironie du sort, ce dernier était d'ailleurs nommé Alfonso de Albuquerque. Ne comptant à peine que 4000 hommes, les troupes portugaises sont bien inférieures en nombre et ne peuvent repousser l'assaut des Indiens. Ordre leur a pourtant été donné de se battre jusqu'à la mort. Le lendemain, les forces de Panaji, la capitale, se rendent aux troupes indiennes qui investissent les lieux vers 7 heures. Les hostilités ne prendront fin qu'à 16 heures, la capitulation étant signée dans l'heure qui suit au port de Vasco de Gama. Cette guerre aura en tout duré 40 heures et coûté la vie à 22 soldats indiens et 30 soldats portugais. Mais l'histoire ne finit pas là. Le Portugal étant un membre de l'OTAN depuis 1949, Salazar avait bien évidemment tout le soutien des États-Unis qui avaient prévenu l'Inde contre une éventuelle attaque sur les territoires portugais. Une intervention militaire n'est cependant pas envisageable car hors du champ d'action de l'Alliance.
raison pour laquelle l'OTAN n'est pas intervenue pendant les guerres coloniales. C'est donc devant l'ONU qu'est présentée une résolution soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Turquie demandant le retrait immédiat des troupes indiennes à Goa. Mais l'URSS utilise son droit de veto pour contrecarrer cette résolution. Pour comprendre cette prise de décision, remontons un peu en arrière. Le 1er septembre 1961 s'était tenue la conférence de Belgrade qui confirmait la réunion des pays non alignés dans la guerre froide. L'Inde étant un des leaders de ce mouvement, il lui fut donc demandé de régler le conflit avec le Portugal au plus vite pour affaiblir l'influence portugaise en Afrique. Nehru dut donc se résigner à utiliser la force pour libérer les provinces de Goa au moment le plus propice. En effet, les relations avec les États-Unis de John F. Kennedy sont au beau fixe et plusieurs événements comme le débarquement de la baie des Cochons ou la crise de Berlin ont focalisé la politique américaine tout au long de l'année. Mais l'URSS aussi compte bien étendre son influence sur les pays non alignés. Le président Leonid Brejnev était de visite en Inde quand l'opération pour libérer Goa fut lancée. Il en profita pour apporter tout son soutien dans la cause indienne et conseilla même Nehru d'ignorer toute menace venant du camp occidental. La résolution d'une intervention de l'ONU est donc rejetée. Ce malgré quelques protestations, plus aucun État ne s'interposera dans l'affaire et l'Inde ne subira aucune condamnation pour ses actes. Le Royaume-Uni ne veut pas intervenir de peur de créer des dissensions dans le Commonwealth et les États-Unis seront bientôt confrontés à d'autres problématiques comme la crise des missiles à Cuba ou l'assassinat de Kennedy. Le Portugal devait ensuite s'embourber dans des conflits coloniaux en Angola et au Mozambique qui précipiteront la chute du régime autoritaire en 1974, date à laquelle l'État portugais reconnaîtra enfin officiellement la souveraineté de l'Inde sur les territoires de Goa, Diu et Daman. Pour faire un rapide parallèle, l'Argentine essaya aussi de reprendre par la force un territoire européen qu'elle revendiquait depuis son indépendance. Mais ses soutiens aussi bien américains que soviétiques restaient très instables dans une période trouble de la guerre froide. Le Royaume-Uni put alors librement riposter, ce qui donna lieu au désastre de la guerre des Malouines en 1982. Mais c'est toujours la guerre anglo-Zanzibar la plus courte finale. Oui, bien sûr, tout le monde retiendra ce conflit insolite, mais c'est assez dommage que l'invasion, ou la libération de Goa selon le point de vue, reste assez obscure. C'est pourtant une grande étape dans l'unification de l'Inde, et plus encore, un événement très caractéristique de la guerre froide.